Cette première vidéo, c'est pour donner quelques explications et une introduction simple aux fermions et aux bosons. Donc cette introduction concerne le TD8 sur les fermions et les bosons, les généralités. On verra dans les TD suivants des applications spécifiques à cette théorie. Voilà, dans la nature, la physique au niveau fondamental, les modèles physiques montrent que dans la nature, il y a un certain nombre, une dizaine ou quelques dizaines de particules qu'on appelle élémentaires. Et ces particules se classent en deux types différents, les fermions d'un côté et les bosons de l'autre. On va préciser ce que cela signifie. Par exemple, les électrons sont des fermions. Les quarks, qui sont les constituants élémentaires des neutrons et des protons, sont aussi des fermions. Par contre, les photons, qui sont les particules qui interviennent dans la lumière et dans les champs électriques et magnétiques, sont eux des bosons. De même, les gluons, qui sont des particules aussi vecteurs de force entre les quarks et qui se trouvent au cœur des neutrons et des protons et des noyaux nucléaires, sont aussi des bosons. Dans le PDF, vous pouvez cliquer sur l'un ou l'autre des liens pour avoir plus d'informations. Par exemple, ici, vous avez des informations sur les gluons. Voilà, par exemple, en cliquant ici, vous obtenez la page web du laboratoire de physique des particules du CERN, qui est spécialiste dans l'étude des particules élémentaires et des champs élémentaires qui sont à la base des modèles physiques modernes. Et donc il y a la liste ici de toutes les particules élémentaires et de leurs propriétés mises à jour chaque année. Parmi toutes les particules élémentaires, dont la plupart sont inconnues au grand public, comme le muon par exemple, il faut savoir que la plupart des particules élémentaires ne sont pas stables. Elles se désintègrent très rapidement. Par exemple, le muon se désintègre en 2 microsecondes en un électron qui est stable et en 2 neutrinos, un neutrino électronique et un neutrino muonique. Voilà. Les neutrinos sont des particules stables, mais ne sont pas observées tous les jours parce que ce sont des particules qui interagissent très peu et donc pour nous elles sont invisibles, comme des fantômes. Mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup et de partout. Sinon, les particules stables, c'est-à-dire qui ne se désintègrent pas et qui sont élémentaires, sont l'électron, les neutrinos qu'on ne voit pas, les photons qu'on voit bien sûr, parce que la lumière et les champs électriques et magnétiques sont faits de photons, les quarks qui sont dans les neutrons et les protons, et les gluons qui en fait interagissent avec les quarks pour les confiner ensemble dans les neutrons et les protons, sont des particules stables. Ainsi, la matière qu'on observe autour de nous est faite pour l'essentiel de sa masse de quarks et de gluons. Mais surtout de gluons en fait. Le gluon de façon individuelle n'existe pas déjà, ni le quark. Ils existent seulement ensemble pour former des particules composées, comme les neutrons et les protons. Par exemple, le proton est fait de 3 quarks up, up et down, liés entre eux par des gluons. Le neutron est fait de 3 quarks up, down, down, aussi liés entre eux par des gluons, etc. Les noyaux atomiques, eux, sont faits de plusieurs protons et neutrons. Et ensuite, les noyaux atomiques peuvent se lier avec des électrons pour former des atomes. Les atomes peuvent s'assembler ensemble pour former des molécules, qui ensemble s'assemblent pour former des grosses molécules, des cristaux, des cellules, des fluides, etc. Et la nature est faite de tous ces assemblages. Alors on a dit que chaque particule élémentaire était soit un fermion, soit un électron. Par exemple, pour le savoir, vous allez sur la page Wikipédia de l'électron, et on vous dit qu'il appartient à la famille des fermions. On a donc dit que les particules élémentaires étaient soit fermions, soit bosons. Qu'en est-il des particules assemblées? Eh bien, il y a une règle qui est que
Un assemblage, un composé d'un nombre impair de fermions a les propriétés d'être un fermion, alors qu'un composé contenant un nombre pair de fermions a les propriétés d'un boson. Par exemple, le proton est composé de gluons et de 3 quarks. Donc 3 est impair, donc le proton est un fermion. De même pour le neutron. Le noyau d'hélium 4 est composé, donc le noyau de l'atome hélium 4 est composé de 2 protons en rouge et de 2 neutrons. C'est un nombre pair et donc c'est un boson. L'atome hélium 4 est composé de 4 neutrons et protons et 2 électrons. Donc en tout, il y a 6 fermions. 6 est un nombre pair, donc l'atome d'hélium 4 est un boson. Par contre, le noyau d'hélium 3, alors là il n'y a pas le dessin, mais il contient 2 protons et un neutron. C'est écrit là. C'est un nombre pair, donc le noyau d'hélium 3 est un fermion. L'atome d'hélium 3 aura aussi 2 électrons en orbite, donc en tout il contient 5, 3 plus 2, 5 fermions, qui est impair, donc c'est aussi un fermion. Cette règle que l'on vient de voir n'est pas une règle exacte, elle est valable à faible dilution, c'est-à-dire lorsqu'il y a une faible densité de ces atomes ou noyaux, et lorsqu'il y a seulement un petit nombre de degrés de liberté en jeu. Maintenant, nous commençons le problème numéro 1 sur les fermions et les bosons. Donc c'est aussi un problème lié au cours, un rappel de cours. En cliquant ici, vous aurez accès à un cours de mécanique quantique qui présente les propriétés plutôt de fonctions d'onde et d'espace de Hilbert des fermions et des bosons. Nous, dans ce problème, on verra des choses assez simples et pragmatiques sur l'utilisation des fermions et des bosons, mais on va bien sûr voir d'abord la définition. Donc, considérons en particulier une certaine particule élémentaire, qui est soit un fermion, soit un boson. Par exemple, on va considérer un électron. En mécanique quantique, un électron est décrit par un vecteur psi dans un espace de Hilbert. Et cet espace de Hilbert, on va le noter H1. H indice 1 pour dire que pour le moment, on considère une seule particule. N égale une particule. Bien sûr, cette particule, l'électron, peut être dans différents états possibles. Et on va noter ces états phi n. Plus précisément, phi n, ce sera une base de l'espace de Hilbert H1 à une particule. Ces états phi n sont quelconques, ce ne sont pas forcément des états stationnaires, autrement dit des vecteurs propres de l'opérateur hamiltonien. Phi n, on peut penser ça comme par exemple des paquets d'ondes caractérisant la position et l'impulsion et aussi le spin de l'électron. Un autre exemple, phi n, ça peut être une base d'états stationnaires, par exemple les états orbitaux d'un électron dans un atome. Donc jusqu'à présent, on a parlé d'une seule particule dans l'espace H1 à une particule, un électron. Maintenant, on considère toujours la même famille de particules, par exemple l'électron, mais on va considérer plusieurs de ces particules. Autrement dit, plusieurs électrons. Plusieurs électrons signifie que tous ces électrons ont les mêmes propriétés physiques. Ils ont la même masse, la même charge négative, le même spin qui est 1/2, etc. On dit que ce sont des particules identiques et indiscernables. Et voici le postulat qui est bien observé expérimentalement. Donc, dans le cas de l'électron, c'est un fermion. On va postuler. Donc, je commence par l'exemple de l'électron, qui est un fermion. On va postuler que lorsqu'il y a plusieurs électrons dans notre système, eh bien, ces électrons peuvent être dans l'un ou l'autre des états phi n, mais il peut y avoir seulement un nombre grand N, petit n, on note grand N, indice petit n, le nombre d'électrons dans l'état phi n, et ce nombre peut être égal seulement à 0 ou 1. Autrement dit, c'est un nombre entier compris entre 0 et 1. Et
Donc le système total de tous ces électrons va être caractérisé par précisément N0, N1, N2, etc. Où N0 c'est le nombre d'électrons dans l'état phi0, c'est 0 ou 1. N1 c'est le nombre d'électrons dans l'état phi1, c'est 0 ou 1, etc. Donc une suite de 0 et de 1. Le nombre total d'électrons que nous avons dans le système, grand N, c'est donc la somme de ces 0 et de 1, donc c'est finalement la somme des 1, ce sera le nombre total de particules, qu'on appelle grand N. Et l'état du système, cette suite de nombres, grand N indice petit n, pour chaque état phi n, on note ça petit m. Voilà, donc une certaine suite comme ça de 0 et de 1 pour le système fermionique caractérise l'état du système fermionique. Il y a bien sûr plusieurs possibilités, plusieurs états possibles, et tous ces états, ainsi que leur combinaison linéaire, parce qu'on est en mécanique quantique, il peut y avoir donc des superpositions d'états, et bien tous ces états forment un espace vectoriel, un espace de Hilbert qu'on appelle l'espace des fermions, et plus précisément on appelle ça l'espace de Fock fermionique, grand F. Fock c'est le nom d'un physicien. Et voir la figure 1, donc l'illustration est ici. Pour les fermions, on avait les différents états possibles phi0, phi1, phi2, qui peuvent, et le principe, c'est que chaque état contient 0, comme ici, et 0 électron ou 1 électron au maximum. Donc voici un exemple d'un état avec au total 3 particules. On passe maintenant au cas des bosons, comme les photons. Imaginez des photons, et on appelle phi n les états individuels que peut prendre un photon. Petit n, ce sont les indices des états possibles pour un photon. Maintenant, on considère plusieurs photons, et donc la règle, c'est que dans chaque état individuel phi indice petit n, dans chaque état individuel phi petit n, il peut y avoir un nombre arbitraire noté grand N indice petit n positif de photons. Et ainsi, un état possible pour le système total est caractérisé par la suite de ces nombres grand N indice petit n. Donc grand N indice 0, c'est le nombre de photons dans l'état phi 0, grand N indice 1, c'est le nombre de photons dans l'état phi 1, etc. Et cette suite, donc cet état total, on le note petit m. Le nombre total de photons est donné par la somme de ces grand N indice petit n, et ça donne le nombre total de particules, ici de photons, dans cet état petit m. Alors bien sûr, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'états possibles, et tous ces états possibles, ainsi que leur combinaison linéaire, c'est-à-dire leur superposition, forment un espace vectoriel, un espace de Hilbert, qu'on appelle l'espace des bosons de photons, pour les photons précisément, et plus précisément, on appelle ça l'espace de Fock bosonique, noté grand F. Et voici une illustration. C'est un exemple. Ici, on a phi0, phi1, phi2, les différents états possibles pour une particule. Et bien pour ici 3 particules, 3 photons par exemple, on peut en mettre, c'est un exemple, on en a mis un dans l'état phi0 et on en a 2 dans l'état phi2 et 0 ailleurs. Alors c'est tout à fait permis d'en mettre 2 dans le même état phi2, alors que pour les fermions, ce serait interdit. Voilà. Une petite remarque sur cet espace de Fock. On a dit que c'était un espace vectoriel qui contenait tous les vecteurs, les états quantiques, qui sont des superpositions d'états petit m admissibles pour les fermions ou pour les bosons. Alors ça peut sembler bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans la nature. Par exemple, si un jour vous observez 2 électrons, et si vous avez aussi un état à 3 électrons, eh bien on peut, d'après ce formalisme, imaginer une superposition de ces 2 états, 2 électrons plus 3 électrons. Alors ce n'est pas des choses qu'on observe directement, mais indirectement dans les calculs et dans les réactions en physique nucléaire et physique des particules. Et donc cet espace de Fock qui contient
tous les états possibles, donc un nombre arbitraire de particules, il se décompose en somme directe, c'est-à-dire en sous-espaces, l'espace contenant 2 particules, l'espace contenant une particule, etc., l'espace contenant 3 particules, et en particulier l'espace contenant 0 particule. 0 particule veut dire que tous les niveaux ici sont vides. Et c'est un état possible, donc c'est un vecteur dans cet espace de Fock. C'est un vecteur qui n'est pas le vecteur nul, c'est un vecteur non nul. C'est un état possible de la matière, en quelque sorte, et on appelle ça l'état du vide quantique. Vous pourrez lire cet article, car le vide quantique est quelque chose d'un petit peu surprenant a priori, et qui intéresse beaucoup les physiciens. On va passer maintenant aux premières questions. Alors là, pour le moment, on oublie un petit peu ces histoires de fermions et de bosons. On va juste considérer des systèmes contenant plusieurs particules. Donc dans le premier problème, appelé ensemble canonique, on considère un système qui a un nombre fixé de particules. Et le mot ensemble canonique est lié à cette hypothèse que le nombre de particules est fixé, une fois pour toutes. Par contre, le système a une certaine énergie qui est conservée lors des interactions, parce que c'est une loi fondamentale de la physique, que l'énergie est toujours conservée. On peut s'échanger de l'énergie entre les systèmes. Les systèmes peuvent échanger de l'énergie, mais au total, l'énergie est conservée. Et ici, on va supposer que le système puisse échanger de l'énergie avec l'extérieur, avec l'environnement. Et on va aussi supposer que le système est dans un état d'équilibre statistique à une certaine température T qui est imposée par l'extérieur, qui est un environnement, comme dans les TD précédents. Donc dans ce cas, le système, dire qu'il est à l'équilibre, signifie pas qu'il est immobile. Au contraire, il est en agitation thermique extrême, il fluctue de façon aléatoire entre beaucoup d'états petit m possibles, et précisément, la probabilité de chaque état est donnée par cette formule qu'on appelle la loi de Boltzmann pour l'ensemble canonique. Donc c'est une formule qui dépend que de la température à travers le paramètre bêta qui est 1 sur kT, où T est la température et K la constante de Boltzmann. Voilà, donc on a vu cette loi de Boltzmann dans les TD précédents et on l'applique ici. Z, c'est une constante de normalisation. Donc la première question, c'est de calculer l'énergie moyenne du système, où n, je rappelle, le nombre de particules est fixé. Donc par définition, l'énergie moyenne, c'est, on considère chaque état possible, petit m, qui a une énergie E de m, et il apparaît avec une certaine probabilité P de m, et l'énergie moyenne est donnée par la somme sur petit m de P de m fois E de m. Alors ça c'est la définition, et on nous demande de montrer que c'est égal à moins la dérivée de log de z par rapport à bêta, où z est ici la constante de normalisation. Alors allons-y. Donc voici la correction que vous trouvez sur la page web. Donc petit m, c'est l'état à plusieurs particules, caractérisé par grand N0, grand N1, etc., le nombre de particules dans l'état phi n. Et le nombre total de particules qu'on suppose fixé, c'est la somme de ces nombres grand N indice petit n. Et on rappelle que dans le cas des fermions, ce nombre grand N indice petit n est soit 0, soit 1. Dans le cas des bosons, il n'y a aucune contrainte. Ça peut être 0, 1, 2, 3 et c'est illimité. On vient de voir la loi de Boltzmann, c'est la probabilité pour un état petit m d'apparaître, et c'est directement lié à l'énergie de cet état. Ces probabilités, bien sûr, la somme est égale à 1, et donc, d'après cette formule, ça implique que la constante de normalisation est donnée par la somme sur petit m des exponentielles de moins bêta em. De ça, on déduit directement la dérivée par rapport à bêta. Donc, lorsqu'on dérive par rapport à bêta, ça fait sortir moins l'énergie dans cette somme. Alors, on peut maintenant calculer l'énergie moyenne pour le système qui est donnée par cette formule. On remplace la probabilité par la loi de Boltzmann. Donc il apparaît l'exponentielle et la constante de normalisation qu'on peut sortir de la somme. Ici l'énergie. Et vous voyez, il faut calculer cette somme qui ressemble à une... Il faut calculer cette somme, voilà. Et cette somme, il y a E qui est là, E qui est là-haut. Et donc, si on compare à Z, vous voyez, c'était exactement la dérivée de Z par rapport à bêta. Et donc,
on reconnaît ici la dérivée de z par rapport à bêta avec le signe moins divisé par z, et autrement dit, c'est moins la dérivée du log de z. On vient de terminer la première question. Bon, en soi, cette question n'est pas intéressante, c'est juste une question technique de calcul, voilà, pour manipuler les probabilités, les valeurs moyennes. La deuxième question est aussi une question technique, de manipulation technique, disons. On nous demande de calculer l'entropie. Alors l'entropie, on a vu dans le premier TD la justification de cette formule. C'est l'entropie qu'on appelle de Shannon multipliée par K, la constante de Boltzmann, pour avoir une grandeur, disons, plus petite. Voilà, on nous demande de montrer que l'entropie est donnée par cette formule. Donc voici la correction. On part de l'expression de l'entropie, moins K somme sur M de la probabilité de M log de PM, et on remplace PM par la formule de Boltzmann. Ici, vous savez que le log d'un produit, c'est la somme des logs, et log de 1 sur Z, c'est moins log de Z, et ici, log de l'exponentielle de moins bêta E, ça fait moins bêta E. Voilà, donc maintenant, on développe cette parenthèse. Le premier terme ici, il y a moins et moins, ça nous fera plus bêta K, somme sur M de PM fois EM. Mais ça, c'est rien d'autre que l'énergie moyenne. Et le terme suivant, il y a encore moins et moins qui s'en vont, il reste plus K log de Zn, qui est une constante, et on peut donc factoriser somme de M PM, mais c'est la somme des probas qui est égale à 1. Donc on obtient le résultat. On passe maintenant à une autre situation. Donc toujours un système de particules identique, mais on va supposer maintenant que le nombre de particules n'est pas fixé. Alors précisément, ce nombre de particules, on va supposer qu'il est conservé lors des interactions. C'est-à-dire que à chaque interaction, si ce sont des électrons, eh bien le nombre d'électrons ne disparaît pas. Alors ça, c'est pas toujours vrai. Par exemple, concernant les photons, ce n'est pas vrai. Les photons sont des particules qui peuvent apparaître spontanément ou disparaître. Pensez que dans une lampe, par exemple, qui fabrique de la lumière, les photons apparaissent spontanément. Ces photons ensuite voyagent dans l'air, dans la pièce, et lorsqu'ils touchent le mur, ils sont absorbés par le mur et disparaissent. Ou ils disparaissent dans nos yeux. Bien sûr, l'énergie, elle, ne disparaît pas, elle est transférée sous une autre forme, mais le nombre de particules photons, lui, c'est une quantité qui est non conservée par les lois physiques. Par contre, pour les électrons, le nombre d'électrons est une quantité conservée. Donc dans ce problème, on s'intéresse à un type de particules dont le nombre est conservé, comme les électrons. Voilà. En réalité, ça va être vrai que dans un certain régime de physique. Par exemple, les électrons à très haute énergie ne sont pas conservés. Un électron, en effet, qui rencontre un anti-électron peut disparaître spontanément pour donner de l'énergie. Mais à basse énergie, on va supposer voilà, que qu'il n'y aura pas création spontanée de électrons et anti-électrons, et donc que c'est une quantité conservée. C'est vrai ça dans les réactions chimiques, par exemple, dans la vie de tous les jours. Alors, on a vu dans les TD précédents que lorsque un système échange de l'énergie, mais aussi des particules avec l'environnement, donc ici il s'agit par exemple des électrons qui échangent de l'énergie avec l'environnement, mais aussi des électrons, parce que la paroi est poreuse, eh bien la loi de Boltzmann a cette expression-là, avec une constante de normalisation, qu'on appelle xi, exponentielle moins bêta E comme tout à l'heure, où bêta est 1 sur kT lié à la température, mais il y a en plus un paramètre mu fois n, le nombre de particules, et on appelle mu le potentiel chimique. Donc pour avoir des explications sur cette loi de Boltzmann, je conseille de revoir le TD numéro 6, où au début du TD, on avait parlé de façon générale lorsqu'un système a échange des quantités conservées avec son environnement, alors on a une loi de Boltzmann qui prend une forme différentes selon les valeurs qu'il échange, et il y a des coefficients qu'on appelle les potentiels.
qui sont ici pour nous la température et le potentiel chimique. Alors, première question, montrer que la constante de normalisation xi qui apparaît dans la loi de Boltzmann est donnée par cette expression qui fait apparaître Zn, qui était en fait la constante de normalisation dans le cas grand canonique, ici, et qui correspond à un nombre fixé de particules. Alors voici la réponse à cette question. Alors, on part de l'expression de la probabilité P de M donnée par la loi de Boltzmann. La somme des probabilités est égale à 1, et ça nous donne que la constante de normalisation xi est égale à la somme sur petit m de ces exponentielles. Ensuite, c'est une somme sur tous les états possibles, petit m. Rappelez-vous, chaque état contient un nombre arbitraire de particules. Eh bien, on va diviser tous ces états possibles selon le nombre grand N de particules totales. Donc, on va mettre de côté les états qui contiennent grand N égale 0 particules, grand N égale 1 particule, grand N égale 2 particules, etc. Autrement dit, cette somme sur petit m, on la découpe en deux sommes. Une première somme sur grand N, qui vaut 0, 1, 2, 3, etc. Et ensuite une somme pour un grand N fixé, une somme sur les petits m qui ont une valeur grand N fixée. Donc c'est assez trivial, disons, cette remarque. Et voilà, et maintenant, l'exponentielle, on l'a réécrit ici. Et alors, vu que ce deuxième facteur, ici, exponentielle bêta mu n, dépend de grand N seulement, qui est fixé, on peut le sortir, le factoriser de cette première somme et le mettre ici, et il reste cette expression-là, mais cette expression-là, c'était rien d'autre que l'expression de Zn. Et voilà le résultat. Question suivante, montrer que l'énergie moyenne donnée par cette expression est donnée en fait aussi par cette expression faisant intervenir la dérivée du log de xi et le nombre moyen de particules. Alors, l'expression de xi, on l'avait obtenue ici, et on observe, alors ce sera utile, que si on dérive cette expression par rapport à bêta qui est dans l'exponentielle, eh bien, ça fait sortir cette parenthèse, ça fait sortir moins l'énergie de m, moins mu, le nombre de particules de m, et toujours l'exponentielle. Et donc, comme toujours, dès la dérivée de xi par rapport à bêta divisée par xi, ce sera cette somme divisée par xi, mais xi est une constante, on le rentre dans la somme, il est ici, et l'exponentielle divisée par xi, c'est rien d'autre, d'après la loi de Boltzmann, que la probabilité P de m. Et donc on voit apparaître moins l'énergie moyenne. Et concernant le deuxième terme, moins mu n, ici, eh bien on voit apparaître le nombre de particules moyens. Voilà, donc on obtient cette formule, et on peut extraire l'énergie moyenne, et on obtient que l'énergie moyenne, c'est moins la dérivée de xi divisé par xi, autrement dit c'est moins la dérivée de log de xi par rapport à bêta, plus mu, le potentiel chimique, fois n. Et voilà. Donc maintenant on passe à l'étape suivante dans ce TD, on fait une hypothèse supplémentaire. Jusqu'à présent, c'était très général. On n'a pas utilisé vraiment les états phi-n. On va supposer maintenant que les particules considérées, qui sont soit des bosons, soit des fermions, eh bien, sont indépendantes. Autrement dit, elles n'interagissent pas entre elles, ou du moins on suppose que ces interactions sont négligées ou négligeables. Cela a pour conséquence que s'il y a une seule particule, rappelez-vous, on appelait phi-n les états possibles, alors on va appeler phi-n les états stationnaires, les états d'énergie possibles pour une particule, donc définis comme vecteur propre de l'opérateur hamiltonien. On appellera epsilon n les valeurs propres, autrement dit c'est l'énergie de chaque état phi-n, et numéroté de sorte que ce soit une suite croissante en énergie. Donc epsilon 0 c'est l'état fondamental pour une particule, epsilon 1 c'est le premier état excité, epsilon 2 etc. ce sont les états d'énergie de plus en plus grands. Autrement dit, dans cette figure, ici, eh bien, ces traits horizontaux correspondent aux différents états d'énergie pour une particule. Eh bien, l'hypothèse qu'on va faire
que les particules sont indépendantes, ça a comme conséquence que lorsqu'on met deux particules, elles s'ignorent, et donc chaque particule a l'énergie epsilon n, comme si elle était seule. Voilà. Donc on considère maintenant un état à plusieurs particules, comme décrit précédemment, et on appelle grand N indice petit n le nombre de particules dans l'état phi n. Lorsqu'il s'agit des bosons, on rappelle que ce nombre est arbitraire. Lorsqu'il s'agit des fermions, ce nombre est soit égal à 0, soit égal à 1. Première question très simple. Exprimer l'énergie totale d'un état petit m comme celui-ci, donc comme présenté sur cette figure. Quelle est l'énergie de cet état ou quelle est l'énergie de cette situation? Donc voici la réponse. Donc là on a écrit ce qu'on vient de dire, hein, c'est qu'on a le spectre d'énergie, et dans chaque niveau d'énergie, on a un nombre grand N indice petit n de particules. Alors pour une certaine distribution, donc pour un certain état du système total, eh bien l'énergie, c'est naturellement la somme des énergies de chaque particule. Donc on regarde chaque niveau, on fait une somme sur tous les niveaux, petit n, et l'énergie pour chaque niveau, c'est epsilon n fois le nombre de particules qu'il contient, donc grand N indice petit n. Et ça nous donne l'énergie totale. Et le nombre total de particules, eh c'est tout simplement la somme du nombre de particules dans chaque niveau petit n. Ce système avec plusieurs particules qui sont, on rappelle, soit des fermions, soit des bosons, on va supposer maintenant qu'il est en contact avec un environnement à une certaine température T et un potentiel chimique mu. Autrement dit, il peut échanger de l'énergie avec son environnement, il peut aussi échanger des particules avec son environnement, et donc il est dans un état d'équilibre qu'on appelle l'ensemble grand canonique qu'on vient de voir. Autrement dit, c'était la loi de Boltzmann exprimée sous cette forme. Et on nous demande de montrer que, dans ce cas, la probabilité d'avoir grand N indice petit n particules sur un niveau petit n donné est donnée par cette formule. Alors allons-y. Donc on part de l'expression de la loi de Boltzmann générale pour toute la configuration de toutes les particules donnée par cette formule. La somme des probas est égale à 1. Ça signifie que la constante de normalisation, c'est la somme des exponentielles. Et maintenant, on se rappelle qu'un état petit m, c'est une collection du nombre de particules dans chaque niveau petit n. Et donc, c'est une somme sur toutes ces possibilités. Donc cette somme ici, on peut le voir comme une imbrication de plusieurs sommes. La somme sur grand N0, une somme sur grand N1, etc. Voilà. Par ailleurs, ici, exponentielle d'une somme, vous savez que c'est le produit des exponentielles. Donc on réécrit comme ça. Et on s'aperçoit que, imaginez un produit de ces expressions-là, donc le premier terme concerne petit n égale 0, le deuxième terme petit n égale 1, etc. Mais n égale 0 apparaît que ici. Petit n égale 1 apparaît que là. Et donc on peut factoriser chacun de ces exponentielles et le mettre juste après la somme convenable. Et comme il va apparaître des expressions qui sont indépendantes, il va apparaître donc, on va pouvoir factoriser et avoir une somme comme ça, un produit de somme. Ça va se factoriser. Et donc, ce produit porte sur tous les indices petit n égale 0, petit n égale 1, etc. Et donc, ça nous donne un produit sur petit n de cette somme, donc la somme de grand N indice petit n de exponentielle moins bêta grand N indice petit n fois exponentielle n moins mu. Et bien sûr, cette somme sur grand N est illimitée ici si c'est les bosons, et elle est limitée entre 0 et 1 si c'est des fermions. Et on va donc poser cette somme égale xi n. On a donc obtenu le résultat souhaité. Voilà, si on revient à l'expression de la probabilité de départ,
eh bien ça nous donne la même factorisation, un produit sur petit n de 1 sur xi n fois l'exponentielle de moins bêta n, etc. Donc c'est un produit de ces termes-là qui correspondent justement à ce que l'on cherche, la probabilité qu'il y ait grand N indice petit n particules dans le niveau n. Voilà, donc comme c'est un produit de probabilité, ça montre que ce sont des événements indépendants. Alors, question suivante. On nous demande de montrer, dans le cas des bosons spécifiquement, que le potentiel chimique a une contrainte. Une certaine contrainte, ça ne peut pas être n'importe quoi par rapport au spectre d'énergie du système à une particule. Alors, essayons de voir pourquoi. Eh bien, alors bêta est positif parce que la température est positive. Dans le cas des bosons, bien sûr, le nombre de particules n'est pas borné. Il est quelconque sur chaque niveau d'énergie. Et lorsqu'on regarde cette loi, la probabilité qu'il y ait un certain nombre de particules sur le niveau n, c'est donné par cette exponentielle, vous voyez. Et cette exponentielle, alors bêta est positif, le nombre de... Et il y a ce facteur. Alors, si ce facteur est positif, ça nous fait une exponentielle décroissante, une figure comme ça. Et bon, ça montre, c'est raisonnable. Hein. Lorsqu'on a une exponentielle décroissante, eh bien, la somme des coefficients est finie. Et on aura une probabilité au total qui est finie et qu'on peut normaliser à 1. Par contre, si epsilon n moins mu était négatif, avec aussi ce signe moins, ça nous ferait une exponentielle qui croît par rapport à grand N. On aura une exponentielle croissante et ça n'a aucun sens parce que comme il y a une infinité d'événements et que les coefficients sont positifs et divergent, on ne pourrait pas normaliser et obtenir une probabilité précise pour chaque événement. Ça n'aurait aucun sens, donc il est nécessaire que ce coefficient ici soit positif, donc que epsilon n soit plus grand que mu. Autrement dit, il est nécessaire que le potentiel chimique soit inférieur à tous les niveaux d'énergie du système à une particule. Si on reprend la figure de départ, vous voyez, et bien sur cette figure, là vous avez le spectre d'énergie pour une particule, et bien le potentiel chimique, il est forcément inférieur à epsilon 0. Une autre façon d'expliquer cela, si au contraire mu était plus grand que epsilon 0, eh bien on ne pourrait pas avoir d'état d'équilibre, comme on vient de l'expliquer. Eh bien, ce qui se passerait, d'un point de vue dynamique, c'est que l'état fondamental phi0 attirerait toutes les particules de l'environnement sans s'arrêter, et cela divergerait. Il y aurait une sorte de collapse. Et toutes les particules de l'environnement se mettraient dans l'état phi0, parce qu'il n'y a aucune limite pour les bosons. Il n'y aurait pas d'équilibre possible, il manque un P. Pour les fermions, en fait, il n'y a pas ce problème, parce que pour les fermions, on a seulement droit à 0 ou une particule dans chaque état. Et donc, si cette exponentielle a une forme croissante, ce n'est pas un problème, on a un nombre fini de termes, on peut donc toujours normaliser, et donc le potentiel chimique peut être quelconque dans le cas des fermions, par rapport au spectre. Donc, autrement dit, le potentiel chimique peut se situer n'importe où dans le spectre en énergie, dans le cas des fermions. Et pour les bosons, au contraire, il est forcément en dessous de l'état fondamental. Alors, question 4. Calculer le nombre moyen de particules dans un état phi n et montrer qu'il est donné par cette formule. Donc on considère un état d'énergie phi n fixé. Donc je rappelle, c'est un état d'énergie pour une particule. Et il peut contenir éventuellement plusieurs particules, un nombre grand N indice n de particules. Donc on avait défini cette grandeur, xi indice petit n, par cette formule. Si on dérive par rapport à mu, alors ça c'est un petit calcul préliminaire qu'on fait, si on dérive par rapport à mu, vous voyez là, ce terme mu intervient comme exponentielle bêta mu n. Donc si on dérive par rapport à mu, ça va faire sortir bêta n, ici de l'exponentielle. Et si on dérive par rapport à xi n, eh bien, autrement dit, c'est la dérivée de log de xi n par rapport à mu, eh bien, on obtient cette somme divisée par xi n. Mais bêta est une constante, on peut sortir de la somme. Et l'exponentielle divisée par xi n, c'est rien d'autre que la probabilité. Et donc, ça fait intervenir ici cette somme qui est rien d'autre que le nombre moyen de particules dans l'état petit n. Voilà, et donc on obtient que le nombre moyen de particules dans l'état petit n
est égal à 1 sur bêta fois la dérivée de log de xn par rapport à mu. Au passage, vous remarquerez que c'est toujours le même type de calcul qu'on fait, donc ça devient de plus en plus facile. Voilà, maintenant qu'on a fait tous ces calculs et toutes ces investigations, on peut arriver à quelque chose de pratique et de physique, un résultat physique très important, qu'on appelle la distribution de Bose-Einstein et les distributions de Fermi-Dirac. Alors commençons par les bosons. La question, c'est de calculer le nombre moyen de particules dans un niveau petit n fixé. Autrement dit, dans cette figure, on nous demandera, dans le cas des bosons, de calculer, donc ça c'est un état possible, mais à cause de la température et du potentiel chimique, de l'aléatoire, toutes les configurations vont fluctuer. Tantôt ce sera comme ça, il peut y avoir plein d'autres possibilités, et chaque état petit m apparaît avec une certaine probabilité. Donc tout change au cours du temps, et on nous demande en moyenne de calculer le nombre, par exemple, moyen de particules qui va apparaître dans le niveau 2, dans le cas des bosons, ou dans le cas des fermions, le nombre moyen de particules qui va apparaître dans le niveau 2. Voilà, c'est ce qui est demandé. Alors on commence, la question c'est calculer le nombre moyen de particules dans le niveau n, petit n pour les bosons. Alors, ce nombre moyen, bien sûr, on va utiliser la formule de la question 4. Il est donné par cette formule-là. Donc, il faut s'intéresser à xi n. Donc, xi n, on l'a vu, était donné par cette formule. Dans le cas des bosons, c'est une somme infinie, c'est une série géométrique qu'on calcule facilement. Et lorsqu'on dérive par rapport à mu, eh bien, on va dériver par rapport à mu ici, vous voyez, donc il y a le dénominateur au carré. Et en haut, il y a la dérivée du dénominateur. Donc ça fait apparaître cette expression. Je vous laisse vérifier. Et finalement, là, il n'y a pas de point d'interrogation. Je crois que c'est correct. Le nombre moyen de particules, on a vu dans la question précédente que c'était 1 sur bêta, la dérivée de xi n par rapport à mu divisé par xi n. Donc ça nous donne cette expression-là, divisée par cette expression, donc le carré disparaît. Voilà, et là on peut multiplier en haut et en bas par exponentielle bêta epsilon moins mu, ce qui fait disparaître ces deux facteurs et fait apparaître l'exponentielle ici. Et voilà le résultat. Donc ce résultat est très important et s'appelle la distribution de Bose-Einstein. Alors rappelez-vous que mu est inférieur à epsilon n, autrement dit, ce epsilon n moins mu est positif. Voilà, alors si on veut tracer cette fonction en fonction de epsilon n, c'est ce qu'on fait ici. On va d'abord déterminer son comportement lorsque epsilon n tend vers l'infini. Alors lorsque epsilon n tend vers l'infini, ce facteur exponentiel tend vers l'infini et 1 sur l'infini tend vers 0. Et donc ça tend vers 0 de cette manière-là, parce que vous voyez le 1 ici est négligeable, donc ça nous fait 1 sur l'exponentielle, donc l'exponentielle de moins bêta epsilon n moins mu. Ça fait une exponentielle décroissante. Mais vous avez ici une asymptote verticale, parce qu'en effet, lorsque epsilon n est égal à mu, ça fait ici exponentielle de 0, qui fait 1, et 1 moins 1 fait 0, donc 1 sur 0, l'infini, ça diverge. Voilà, donc la distribution de Bose-Einstein est celle-ci, c'est une distribution qui part de l'infini, donc ça veut dire que lorsque les états ont des énergies très proches du potentiel chimique, ils contiennent un nombre très très grand de bosons. Par contre, pour les états epsilon n d'énergie plus grande, ils contiennent très très peu de bosons, et en particulier, lorsqu'ils ont dépassé une énergie qui vaut mu plus kt, eh bien le nombre de bosons qu'ils contiennent est inférieur à 1. Par contre, lorsque l'énergie epsilon n est comprise entre mu et mu plus kt, ils vont contenir un nombre plus grand que 1 de bosons. Au passage, on peut faire remarquer un phénomène. Lorsque la température tend vers 0, eh bien, vous voyez, cette courbe, elle va s'accentuer comme ça, elle va tendre très rapidement vers 0, mais elle va continuer à diverger au voisinage de mu. Et ça voudra dire que toutes les particules, en quelque sorte, seront confinées ici. Si vous avez des bosons, ils seront forcément confinés sur des états qui sont placés ici. Et il y en aura un nombre très grand de particules sur un état. Et c'est le phénomène qu'on appelle le phénomène de condensation de Bose-Einstein. Voilà, donc bien sûr, remarquez que le fait que le nombre de bosons ici peut être très grand dans des états d'énergie,
est lié au fait que dans le cas des bosons, il n'y a aucune contrainte, aucune limitation sur le nombre possible de bosons, de particules sur chaque niveau d'énergie, phi n. On passe à la question suivante maintenant, qui est la même question mais pour les fermions. Donc de trouver le nombre moyen de fermions, de particules fermions par niveau d'énergie, epsilon n, qui je rappelle sont des niveaux pour une particule. Donc on repart de la même expression, xi n c'était cette somme, mais ici la différence c'est que la somme n'est plus une somme infinie, mais elle porte seulement sur les possibilités 0 ou 1. Et donc il y a deux termes, lorsque c'est 0 ça fait le terme 1, et lorsque grand n est égal à 1, ça nous fait cette exponentielle. Voilà, donc maintenant c'est beaucoup plus simple. On dérive par rapport à mu, donc mu est ici, ça nous fait la dérivée de 1 vaut 0. Lorsqu'on dérive par rapport à mu, ça fait juste cette expression. Et le nombre moyen de particules, donc dans la question précédente, c'était donné par cette expression. Et ici, donc, ça nous fait 1 sur bêta fois la dérivée de xi par rapport à mu. Les bêtas s'en vont, il reste cette exponentielle divisée par cette somme. Voilà. Donc toujours on multiplie en haut et en bas par exponentielle de plus bêta epsilon moins mu. Ça le fait apparaître ici, et ça nous donne cette formule très célèbre qu'on appelle la distribution de Fermi-Dirac. Donc, je rappelle, alors avant de commenter cette formule, remarquons que lorsque epsilon tend vers plus l'infini, eh bien ce terme diverge, le 1 devient négligeable, et donc le résultat devient équivalent à exponentielle de moins bêta epsilon moins mu. C'est une exponentielle décroissante qu'on trace ici. Et de façon générale, lorsque epsilon tend vers moins l'infini, eh bien exponentielle de moins l'infini fait 0, donc ça tend vers 1. Vous voyez ? Et il y aura une sorte de transition lorsque epsilon égale mu. Voilà, c'est ce qu'on appelle le niveau de Fermi. Et donc le résultat, c'est que le nombre moyen de particules, comme on s'y attend, est compris entre 0 et 1, parce que ce sont des fermions. Et à très basse énergie, ça va tendre vers 1, lorsque l'énergie epsilon n est plus petite que mu, et lorsque l'énergie epsilon n est plus grande que mu, ça va tendre vers 0. Et il y a une sorte de transition dans un certain intervalle d'énergie qui est plus ou moins kT autour de l'énergie de Fermi mu, du potentiel chimique. Donc je répète, dans le cas des fermions, le potentiel chimique mu s'appelle aussi énergie de Fermi. Et dernière remarque, lorsque la température tend vers 0, eh bien cette courbe passe de 1 à 0 de façon très abrupte, et à la limite elle passe de façon discontinue. Ça signifiera qu'à température nulle, en fait à température nulle l'expression diverge, n'a plus de sens, parce que température nulle veut dire bêta tend vers l'infini, et donc l'expression n'a plus de sens. Mais lorsque la température s'approche de 0, eh bien la courbe, la distribution de Fermi converge vers une courbe discontinue qui passe brutalement de 1 à 0. Donc ça signifie que tous les états en dessous de l'énergie de Fermi mu sont occupés par un fermion, une particule, et tous les états d'énergie plus grande que mu sont inoccupés, totalement libres. Souvent on appelle ça la surface de Fermi.